président Ouattara a échangé avec la délégation du Forum des inspections générales d'État d'Afrique sur la table la bonne gouvernance. Et c'est la Côte d'Ivoire qui préside pour 2 ans le comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. L'accélération des réformes en faveur de la modernisation de l'administration ivoirienne, la décentralisation et le développement local, la transparence aussi, autant de thématiques analysées au cours du Forum international sur les réformes institutionnelles et la modernisation de l'État. Les préscolaires, une aide sûre pour de nombreux parents à la veille de la rentrée scolaire. Les préscolaires suscitent un intérêt croissant et un certain engouement auprès des banques. Madame, Monsieur, bonsoir. La bonne gouvernance au cœur des échanges entre le président Ouattara et la délégation du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Leurs actions menées à travers l'audit de contrôle de gestion vont permettre de suivre et de prévenir les risques de mauvaise gestion. Niamey Ngouran est porté à la tête du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Viviane Aïman était au palais de la présidence de la République. La 6e Assemblée générale est le 4e colloque du Forum des inspections générales d'État d'Afrique, FIGE, ont pris fin ce jeudi à Abidjan. Une délégation du FIGE, conduite par l'inspecteur général d'État Niamey Ngouran, est venue présenter au président de la République Alassane Ouattara les conclusions des travaux. L'une des principales résolutions est la création d'une école de formation au métier d'audit et d'inspection. En effet, cet institut dont vous avez autorisé l'installation en Côte d'Ivoire au sein de l'INPHB, c'est l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, est un projet auquel notre organisation accorde beaucoup d'importance, Monsieur le Président de la République. Ce projet qui vise à renforcer les compétences institutionnelles et celles de nos structures de contrôle en Afrique, de professionnalisation du métier d'audit et de lutte contre la fraude et la corruption. La bonne gouvernance est pour le président de la République la clé de voûte de toute politique de développement. Raison pour laquelle la notion de bonne gouvernance est en bonne place dans le projet de nouvelle constitution. Je souhaite d'ailleurs que les uns et les autres aillent sur notre site, vous inspecteurs d'État, contrôleurs d'État, sur le site de la présidence, pour voir le projet de constitution. Je pense que vous verrez notre souci de tout faire pour nous accrocher à la bonne gouvernance. En réalité, la bonne gouvernance est le creuset de toute bonne politique économique, politique, sociale. S'il n'y a pas de bonne gouvernance, c'est une déperdition de ressources, c'est une perte de temps, c'est fondamentalement une situation qui ne peut pas aboutir à des résultats de la politique qui, en réalité, concerne l'amélioration du bien-être des populations. Bien évidemment, je voudrais vous féliciter pour la création de l'Institut de formation du FIGE. Et il faut que tous les pays, bien sûr, contribuent au bon fonctionnement et au financement de l'Institut. Nous ferons notre part, bien évidemment, surtout que le siège est ici. L'occasion aussi pour le chef de l'État de présenter à ses hôtes les enjeux du projet de la nouvelle Constitution qui sera soumis au peuple souverain de Côte d'Ivoire le 30 octobre prochain. Cette constitution de la Troisième République essaie de revenir aux fondamentaux qui nous ont permis d'avoir la stabilité et la paix pendant quasiment 4 décennies. Notre constitution qui ira au référendum prévoit donc de réintroduire le poste de vice-président. Parce que de notre point de vue, c'est important dans nos pays d'avoir une visibilité et une stabilité une fois que les élections ont lieu. Il faut trouver un mécanisme pour éviter de perturber le cycle électoral. C'est pour cela que nous avons introduit la notion d'un vice-président élu en même temps que le président, comme dans les pays anglophones, ce qui fait que si quelque chose arrive, le vice-président prend le relais et les élections se font comme prévu tous les 5 ans. Ça, c'est le premier élément, la stabilité et la visibilité. La deuxième chose, pour renforcer le pouvoir législatif, nous introduisons un Sénat. Le Sénat, c'est une assemblée territoriale.
J'ai estimé, moi, que dans un démarrage, il fallait un Sénat où tout le monde est représenté. Alors, j'ai essayé d'expliquer à l'opposition que si je veux nommer un tiers, c'est en réalité parce que je veux faire rentrer l'opposition dans le Sénat. Donc, le fait que le président pourra nommer un tiers permettra de nommer surtout des personnalités de l'opposition qui ont occupé des postes importants aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et même des Ivoiriens à l'extérieur, qui peut-être sont dans de grandes facultés, qui ont fait montre de beaucoup de compétences et qui veulent rentrer au pays pour apporter leur contribution. Donc il y a cette idée d'ouvrir le Sénat et ne pas avoir un Sénat qui soit composé rien que par le groupe politique dominant que nous sommes. Évidemment, c'est toujours difficile les questions de constitution parce que les gens pensent que dès qu'on veut faire une nouvelle constitution, c'est parce qu'on veut faire un nouveau mandat. Mais j'ai dit aux uns aux autres, j'ai dit, mais l'année prochaine, moi, ça fera un demi-siècle que je travaille. Et donc, je considère que vraiment, j'ai fait ma part. Mon aîné, le président Bédié et moi-même, nous sommes bien concertés qu'il fallait travailler sur les 4 ans à venir à ce que ce soit une nouvelle génération qui prenne le relais. Donc, il n'y a pas de malice. Les gens pensent qu'il y a toujours une idée derrière la tête, mais c'est plutôt pour préparer le transfert du pouvoir à une nouvelle génération. À l'issue des travaux, la Côte d'Ivoire a été portée à la tête du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Forum qui est composé de 23 organisations de 18 pays. La transparence, la simplification des procédures administratives, la lutte contre la corruption, des priorités évoquées aujourd'hui lors du Forum international sur les réformes institutionnelles et la modernisation de l'État. Le chef du gouvernement était présent à l'ouverture de ce forum. Daniel Kablan-Duncan a souligné l'importance de prendre en compte les TIC dans la recherche et les innovations. Le reportage de Herman Nguivé. L'administration publique marque une pause et s'interroge sur les réformes institutionnelles engagées et sur la qualité de son service. Pour une société qui vise le développement, l'obligation de résultat est une exigence. Cette obligation de résultat nécessite aussi une plus grande motivation des agents publics et des innovations pour améliorer la qualité des services publics. Ces mots sont de Babacar Cissé, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire. Des mots qui décrivent la volonté affichée par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation, améliorer la qualité du service pour mieux répondre aux exigences du public. Aujourd'hui, les tendances à travers le monde montrent que dans le 3e millénaire, l'intelligence et le savoir seront la principale source de richesse économique des personnes, des collectivités et des entreprises. C'est pourquoi il est important que notre administration tire le meilleur profit des technologies de l'information et de la communication, ainsi que de leurs applications dans les domaines de la gestion et des services rendus aux entreprises et aux citoyens. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, une économie prospère ne peut se construire sans une administration tout aussi efficace. Pour la mise en œuvre du plan national 2016-2020, dont l'objectif final est, vous le savez, de hisser la Côte d'Ivoire au rang de pays émergent, il est fondamental d'accélérer les réformes institutionnelles et structurelles, mais aussi d'approfondir et de réformer les enjeux de la modernisation de l'État. Transparence, décentralisation et développement local, intelligence stratégique et stratégie nationale de renforcement de capacités, toutes les thématiques de base y seront abordées. Le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration compte bien se donner les moyens de prendre part à cette course vers l'émergence à l'horizon 2020. Une opération de sécurisation du référendum bientôt lancée. 24 000 policiers et gendarmes ainsi que les FRC vont garantir la sécurité lors du scrutin du 30 octobre prochain. Et c'est à Grand Bassam que l'opération sera lancée. Abou Sanogo nous explique comment va se dérouler cette opération. L'armée ivoirienne va sécuriser le référendum du dimanche 30 octobre prochain. Un contingent de forces de sécurité et de défense fort de 150 éléments, issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale, séjourne depuis quelques jours à Grand Bassam dans le cadre d'un exercice préparatoire
portant sur la sécurisation du référendum. Exercice qui vise à garantir la quiétude au cours du scrutin, aux votants et dans les bureaux de vote. Cet exercice préparatoire du plan de sécurisation du référendum, qui se tient sur 3 jours, a été marqué par 3 activités majeures, notamment le débriefing, l'installation d'un réseau de transmission et la reconnaissance des lieux de vote par les éléments. Pour rappel, ce sont au total 12 000 policiers et 12 000 gendarmes qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour la sécurisation du référendum. Les préscolaires suscitent un intérêt croissant et un engouement auprès des banques. Le produit donne la possibilité aux parents de préparer la rentrée scolaire. Mais qui peut bénéficier de ces prêts et à quelles conditions? Sont-ils toujours utilisés à cette fin? Vous aurez la réponse à ces préoccupations dans ce reportage de Grace Kandou. Abi, élève en classe de 5e, et ses sœurs sont en séance d'études ce jour non ouvrable. Leur rentrée scolaire a été possible grâce aux prêts scolaires octroyés à leur père par la banque. J'ai 4 enfants. Sans ce prêt-là, vraiment c'est très difficile de joindre les deux bouts. Le prêt scolaire vient à point nommé pour soulager les parents. Chaque année, pour accompagner les parents d'élèves dans l'achat de fournitures scolaires et autres dépenses liées à la rentrée des classes, les banques font des prêts scolaires allant de 7 à 8% d'intérêt et remboursables sur une période de 10 à 12 mois. C'est un appui que les banques apportent à l'ensemble de leurs clients sur toute l'étendue du territoire. On constate que vraiment c'est devenu une foi au prêt, avec des conditions alléchantes, défiant vraiment la concurrence. On a des schémas où, sur la base en fait de l'historique du client, des fonds sont mis directement à la disposition des parents. On a également d'autres schémas où ces fonds sont directement payés à l'établissement. Les prêts scolaires sont avantageux du fait qu'on arrive à faire les dépenses à temps voulu, à envoyer les enfants rapidement à l'école. Quelles sont les conditions d'acquisition du prêt scolaire? Qui peut en bénéficier? Tout client d'une banque peut bénéficier des prêts scolaires. Des salariés, des non-salariés, selon des conditions adaptées au niveau de chaque établissement, peut bénéficier en fait des prêts scolaires. On a des fonctionnaires, on a des employés du secteur privé qui en bénéficient. Donc les prêts scolaires, ce n'est pas que aux fonctionnaires, c'est à l'ensemble des travailleurs en fait. Et tout ceci nous permet en fait de tirer les fonctionnaires et les agents du secteur privé des mains de ce qu'on appelle les usuriers. Enfin, en Côte d'Ivoire, on parle des margouillards. Ça leur permet en fait de s'endetter sainement et à des conditions qui soient les plus attrayantes possibles. Hein. Un usurier, voilà, il vous demandera le double de ce qu'il vous aura prêté. Pour un parent d'élève qui veut un prêt, il nous fait la demande, c'est-à-dire une demande écrite. D'abord, pour avoir un prêt, il faut qu'il soit client avec un salaire domicilié. Ça, c'est la première condition. Il nous fait une demande et par la suite, il nous fournit un bulletin de salaire, la photocopie de sa pièce d'identité, un engagement de domiciliation ferme et irrévocable du salaire. Et puis, on procède au traitement. Après avoir réuni tous les documents, on traite le dossier. En 48 heures, le client a son prêt qui est sur son compte. Des procédures longues pour certains parents d'élèves. À propos des prêts scolaires, vraiment, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de papiers qu'on ne maîtrise pas et puis on n'a pas le temps. Le timing ne nous permet pas d'aller chercher tous ces papiers pour venir demander un prêt scolaire. Donc, je préfère le faire en fonction de mon salaire. Ces prêts ne sont pas toujours utilisés pour la scolarisation des enfants. Ils servent aussi à d'autres fins. Des parents ne trouvent pas nécessaire de s'endetter pour envoyer leurs enfants à l'école. Moi, personnellement, je ne suis pas très intéressée pour l'instant parce que je pense que c'est une question d'organisation. Je sais que si la rentrée c'est dans peut-être 7 mois, je m'organise en fonction de ça. Je fais la rentrée des enfants, donc je n'ai pas personnellement besoin de prêts scolaires. Quand moi je prends les prêts scolaires chaque année, moi ce n'est pas pour scolariser les enfants. Moi je prends ça pour faire d'autres projets. Par exemple, j'étais en chantier. C'est grâce aux prêts scolaires que ma maison a pu arriver un peu loin. Aujourd'hui, j'ai pris encore Dieu me donne l'envie l'année prochaine. Je vais prendre le prêt scolaire pour achever. Les banques proposent des prêts de 100 000 à 3 millions de francs CFA. Au-delà des prêts scolaires,
Elles se disent favorables au financement des études universitaires pourvu que la formule idoine soit trouvée. Il faut qu'on puisse réfléchir maintenant par rapport à tous ces étudiants qui sont dans des universités, qui sont dans des écoles, en fait, mettre des schémas en place pour voir comment est-ce qu'on peut financer les études de ces étudiants-là, qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas forcément de bourse, en fait, mais qui sont dans des filières spécialisées qui leur offrent environ 60 à 70% de chances de trouver un emploi. On a le cas de certains étudiants qui sont brillants, qui finissent leurs études, mais qui malheureusement n'ont pas de bourse pour aller à l'étranger, mais qui ont des possibilités d'inscription dans certaines universités. Ça également, il faut réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner ces étudiants-là en termes de financement. Mais ceci ne peut se faire que dans le cadre d'un partenariat entre l'État et les établissements financiers. De plus en plus, les banques s'engagent à apporter un appui à leurs clients pour la scolarisation de leurs enfants dans de meilleures conditions. Pour les exhorter à y souscrire, une campagne sur les prêts scolaires est ouverte durant les mois de septembre à octobre. La réintégration, ou plutôt la réintroduction des cours du mercredi font couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, les directeurs d'école se prononcent sur la question. Écoutons-les. Suite aux aménagements intervenus dans l'enseignement primaire relatif à la semaine de travail, prenant en compte la matinée du mercredi et l'ajustement des emplois du temps par l'arrêté numéro 86 MEN-DEC du 12 août 2016, la CNDCI déclare ce qui suit. 1. Les directeurs d'école de Côte d'Ivoire, à travers la CNDCI, marquent leur entière adhésion à cette innovation en tant que garant de l'administration scolaire à la tête de chaque école primaire. 2. La CNDCI, rappelant à tous les fonctions administratives du directeur d'école au bas de l'échelle scolaire, invite tous les directeurs au respect scrupuleux de cette décision. 3. La coordination indique à toutes fins utiles qu'elle reste disposée à tous les échanges avec les autorités hiérarchiques et les partenaires de notre système éducatif. 4. La coordination nationale des directeurs d'école de Côte d'Ivoire invite en outre tous les directeurs d'école à se référer à leur organisation pour toute question relevant de leur fonction. Comment permettre l'accès à la finance de toutes les couches sociales, en somme de toute la population? Les institutions financières comptent en tout cas relever le défi dans les 5 prochaines années. Les acteurs de la finance décentralisée se sont mobilisés pour le déploiement de la stratégie nationale. Le reportage de Noël Nyagnou. Les banques et établissements financiers, le taux d'accès à ces structures financières où le taux de bancarisation est passé de 7% en 2007 à 15% en 2014 dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Quand ce taux prend en compte la monnaie électronique et la microfinance, on enregistre sur la même période une évolution significative. 16% en 2007, il est passé à 61% en 2014. Malgré ces avancées, la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, reste celle où la proportion d'adultes possédant un compte bancaire est la plus faible au monde. Conscients des enjeux de l'inclusion financière sur le développement de notre sous-région, les autorités monétaires de l'UEMOA ont mis en œuvre ces dernières années des réformes visant à instaurer un cadre propice à l'exercice de l'activité bancaire et financière et à la promotion de l'inclusion financière. Une stratégie régionale d'inclusion financière, c'est-à-dire l'offre de services financiers et bancaires de base à faible coût pour les consommateurs en difficulté et exclus des services traditionnels, a été élaborée. Le document cadre adopté en juin 2016 reste maintenant le déploiement de la stratégie régionale. Depuis ce mardi, c'est chose faite. Traduire cette stratégie dans le quotidien des consommateurs est le dernier obstacle à surmonter après cette rencontre pour que l'inclusion financière devienne une réalité dans la zone UEMOA, avec pour objectif porter le taux de bancarisation à 75% dans 5 ans. Parlons santé. Le paludisme constitue la première cause de consultation dans les structures sanitaires et la première cause de mortalité infantile en Côte d'Ivoire. En 2015, le paludisme a coûté la vie à près de 4500 personnes. Le ministère de la Santé veut couper le mal à la racine en détruisant les gîtes larvaires. La lutte menée contre les larves se déroulera dans les communes de Port-Boué,
de Koumassi, de Marcory et de Trècheville. Delphine Blas. Ce n'est pas un dépotoir, c'est un caniveau. Un caniveau à proximité des habitations. En plus des mauvaises odeurs qu'il propage, il est un véritable danger public. Nous sommes responsables de la multiplication des moustiques chez nous. Parce que quand nous avons une boîte de conserve devant notre maison avec de l'eau, on pense que c'est quelque chose qui ne sert à rien, ça ne nous sert pas. Mais nous sommes en danger avec les boîtes de conserve remplies d'eau. C'est un lieu dans lequel le moustique va pondre les œufs. Et ces œufs-là vont devenir des moustiques plus tard. Même le pot de fleurs que nous avons dans notre maison, que nous arrosons chaque matin, il y a de l'eau dans ces pots de fleurs. Et dans ces pots de fleurs-là, ce lieu devient aussi un lieu de reproduction des moustiques. Donc nous-mêmes, nous sommes responsables de la multiplication des moustiques. Retenue d'eau sale, boîtes de conserve, vieilles bouteilles et pneus usés, tous des sources du paludisme. Malheureusement, on peut en compter des centaines, voire des milliers dans la seule ville d'Abidjan. Avec la campagne de démoustication, le ministère de la Santé, à travers le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, entend s'attaquer à la racine de ce problème de santé publique. La reconnaissance et la destruction des gîtes larvaires. Cela va nous permettre d'éliminer les enfants de moustiques, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, ça dit, ces larves-là, on va les empêcher de devenir des moustiques adultes. Et donc, une fois qu'on fait la destruction physique des gîtes larvaires et qu'on l'a fait reconnaître à cette population, ces gîtes larvaires, nous allons compléter cette activité par la fumigation. S'attaquer à la racine du mal, mais avec l'implication des populations. D'où cette cérémonie d'information et de sensibilisation des leaders communautaires ici dans la commune de Marcory. En Côte d'Ivoire, sur 100 personnes qui se rendent à l'hôpital, 43 y vont à cause du paludisme. Voilà tout l'enjeu de cette campagne de démoustication lancée depuis le 18 octobre et qui prendra fin le 29 novembre. Pour cette année, ce sont les communes de Marcory, de Port-Boué, de Koumassi et de Trècheville qui sont concernées. Le paludisme tue, le cancer aussi. Plus de 500 000 femmes perdent la vie à cause du cancer du sang chaque année dans le monde et plus de 1200 en Côte d'Ivoire. Des chiffres qui donnent le tournis. Ce mois d'octobre est le mois de la lutte contre la maladie. Octobre rose pour sensibiliser davantage car le cancer peut se guérir. Moussa Konaté. Le cancer du sein, un mal qui semble se dresser contre la gente féminine. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, dénombre plus de 500 000 décès de femmes chaque année. En Côte d'Ivoire, plus de 1200 femmes ont perdu la vie en 2015, victimes du cancer du sein. La maladie touche aussi les hommes, mais avec un faible taux de moins de 1%. Un véritable problème de santé publique qui s'enracine de plus en plus. Selon les spécialistes, plus le cancer est détecté tôt, les chances de guérison existent. C'est pourquoi l'autopalpation est conseillée chaque mois, le 5e et le 6e jour, après les menstrues dès l'âge de 20 ans. Pour les femmes ménopausées, cet auto-examen doit être effectué tous les premiers du mois. L'examen de mammographie est recommandé aux femmes de plus de 45 ans. En Côte d'Ivoire, le combat contre le mal connaît des avancées. Le pays dispose désormais d'une unité de sénologie au sein du CHU de Trècheville, premier centre public de traitement du cancer du sein, ouvert depuis septembre 2015. Malgré tout, l'ombre inquiétante plane toujours sur les populations. Partout dans le monde, la mobilisation s'accentue. Le mois d'octobre est décrété mois de la lutte contre le cancer du sein. Un combat symbolisé par la couleur rose, d'où l'appellation Octobre Rose. L'initiative bénéficie de l'adhésion de tous les acteurs de divers domaines d'activité, artistes, journalistes, sportifs, politiques. Tous mettent le couvert rose pour exprimer leur solidarité à la lutte et contribuer à la sensibilisation. Sachez qu'une équipe française de chercheurs de l'ICERN a réussi à observer au microscope le virus de l'hépatite C. Une première, le virus de l'hépatite est responsable de 700 000 décès dans le monde chaque année. Depuis la découverte du virus en 1989, les scientifiques travaillaient dessus sans connaître son apparence. Cette avancée ouvre la voie vers un vaccin.
Et puis la criminalité transfrontalière était au cœur de la 8e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies. C'était en Autriche, à Vienne. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes participe à la rencontre. La Convention constitue l'un des seuls instruments juridiques à vocation universelle de lutte contre la criminalité organisée. Et puis, cette 8e session permet aux États parties de continuer les travaux sur la mise en place d'un mécanisme de suivi complet et efficace. Le récit de Sylvie Touré. Maria Toukone à la tribune de la 8e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale en Autriche. Pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, la question des droits de l'homme et la lutte contre la criminalité et celle transnationale est une priorité pour le gouvernement. Face à ces défis, plusieurs mesures sont prises par la Côte d'Ivoire. La ratification de la Convention sur la criminalité organisée et l'adhésion au protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. L'adoption le 30 septembre 2010 de la loi portant interdiction de la traite des pires formes de travail des enfants. La mise en place d'un réseau de parlementaires pour la réflexion sur les enjeux liés au trafic illicite et à la criminalité transnationale organisée. À cette rencontre internationale, la Côte d'Ivoire a souscrit à la déclaration faite par le groupe des 77 plus la Chine, ainsi que celle faite par le groupe africain lié à ce phénomène. Au cours de cette 8e session, l'Assemblée a désigné la costaricaine Maria del Pilar, présidente de la conférence. C'était un commentaire de Hamza Diaby. Et puis une vingtaine de ministres des Affaires étrangères discutaient à Paris de l'avenir politique de la ville de Mossoul. Le but, préparer la stabilisation de la ville après la défaite annoncée des combattants djihadistes afin d'éviter un vide institutionnel. À Paris, le chef de la diplomatie française a ciblé 3 priorités: protéger les populations civiles de Mossoul et de la région, leur apporter une assistance humanitaire et mettre en place une administration efficace pour stabiliser la ville. Sachez que la ville de Mossoul se trouve en Irak. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.